Salut les amis, rebondissement sur l'affaire du blanchiment d'argent du mari de Marie-Paul Athie. Regardons ensemble la vidéo. Baptisé AgroSource, présent dans plusieurs pays de la sous-région. La façade est assez attractive, des drones agricoles, projet solaire pharaonique de 24 000 hectares et une vitrine donc humanitaire impeccable. La fondation FAIRE, F-A-I-R-E, qui distribue donc des fournitures scolaires et promet l'autonomisation des femmes. Le rêve africain dans toute sa splendeur, du moins sur le papier, car derrière le vernis philanthropique et les millions de dollars de chiffre d'affaires affichés, une enquête explosive vient bousculer ce récit trop parfait. Comment une entreprise créée en mars 2023 sans aucun salarié déclaré en France peut-elle revendiquer des dizaines de millions de dollars de revenus dès 2022? Comment son dirigeant, Mohamed Adnan Achirou, est-il passé d'une faillite de commerce de coiffure en 2015 à un statut de milliardaire panafricain en 2023, après un trou noir total de 8 années dans les registres officiels, des levées de fonds en ligne sans vérification d'identité jusqu'au radar du pôle économique, du pôle pénal économique et financier d'Abidjan. Les questions s'accumulent sur l'origine réelle de ces capitaux. Et pour comprendre les dessous de cette affaire, j'accueille notre confrère, comme chaque semaine, notre confrère Taki Bouanzi, journaliste d'investigation et fondateur d'Enquête Média. Enquête Média qui consacre donc 2 articles sur ce qui convient d'appeler l'affaire AgroSource ou l'affaire Mohamed Adnan Achirou. Bonjour Taki. Bonjour Fabrice. Merci Taki d'être présent aujourd'hui pour parler de ce dossier nébuleux. Taki, au cœur de cette enquête, ou du moins de ces 2 enquêtes d'ailleurs publiées par Enquête Média, il y a donc ce personnage mystérieux, Mohamed Adnan Achirou, dont le parcours est difficile à retracer à cause d'un grand écart temporel. Tu parles d'un néant documentaire absolu. Alors, merci bien Fabrice. Le sujet a été tellement bien introduit de manière éloquente que je me perds même à trouver des mots justes pour éclairer la lanterne de nos lecteurs et téléspectateurs. Alors, comme tu l'as si bien dit, il s'agit d'un jeune de 35 ans qui se dit milliardaire parce que c'est dans la presse et à travers un certain nombre de canaux que nous avons découvert ce jeune homme qui part de un magasin de produits capillaires et des mèches à Barbès en 2015 qui a fait faillite. Oui, qui a fait faillite et qui se retrouve en 2023 milliardaire et dont la presse fait écho de manière spectaculaire. Propulsé à la tête d'un groupe qui revendique une installation donc dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. En effet, monsieur Mohamed Adnan Achirou Arafat revendique la présence de 6 pays africains, notamment en Côte d'Ivoire, au Libéria et un certain nombre de pays qu'il revendique sa présence. On va voir peut-être les images aussi, si la régie peut nous montrer les images donc de cette enquête, notamment, entre autres, et aussi de cette personne qu'on voit sur la gauche, entre autres. Donc, et donc, le parcours, donc, l'origine de cette fortune, l'origine de cette entreprise, d'un entrepreneur parti d'un échec à Paris et tout de suite propulsé à la tête d'un énorme groupe, du moins qu'il l'aurait lancé, donc pose des questions. Bien entendu, l'affaire était sous cap et nous n'avions pas voulu en parler depuis un certain moment donné, mais nous avons été obligés de révéler cela et de parler de cette affaire lorsque il faut le souligner, M. Achirou est l'époux d'une média woman très populaire, influente à Abidjan. Et lorsque un influenceur à Abidjan a fait un post en parlant d'une affaire du mari d'une influenceuse qui se trouverait au pôle économique d'Abidjan. Et alors, bien, madame, croyant bien faire, pond un communiqué sur sa page, communiqué qu'elle a subitement supprimé, en disant que
le couple, sinon, ils ne sont mêlés de près ni de loin d'une affaire quelconque au pôle pénal économique. Alors, et là, cela a soulevé quand même une certaine interrogation et les journalistes d'enquête média ont voulu fouiner. Et c'est dans cette perspective que nous avons découvert un certain nombre d'incongruités que nous avons révélées dans nos enquêtes. Les incongruités partent du fait que, voilà, un monsieur qui s'est dit milliardaire, philanthrope, et qui, depuis 2015, où il avait un petit commerce ici à Paris, excusez-moi du terme petit, parce que un commerce à Barbès avec un capital de 7 500 €, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Donc, de là, il déclare faillite et la liquidation est prononcée, l'entreprise n'existe plus. Et subitement, M. Achirou se retrouve en Côte d'Ivoire et il crée en 2023 une entreprise ici en France. L'entreprise n'a aucun salarié. On n'a aucune trace durant les 8 ans, 8 années passées, aucune trace. Absolument, absolument, on n'a aucune trace. Et tous les canaux financiers que nous avons consultés via nos sources et aussi les recherches documentaires que nous avons eu à faire sont d'un mutisme éloquent. Alors, nous avons porté au grand public cette affaire et plutôt que de nous faire mentir, c'est des actions pirates qui se sont engagées contre nos pages et contre notre site. Parce que à partir du moment où Enquête Média commençait à s'intéresser à ce groupe, à Grossource, qui n'est quand même pas n'importe quel groupe, on parle de entre 29 et 60 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2022, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir une actualisation. À partir du moment où Enquête Média commençait à s'y intéresser de près, parce que effectivement, c'est aussi un groupe qui, tu le dis, a une fondation qui fait dans l'humanitaire. Vous avez subi, comment dire, des représailles de votre curiosité. Bien sûr, de manière ciblée. Nous avons eu vraiment des attaques sur notre site internet. Et nous avons pu rétablir le site. Actuellement, où je vous parle, ça continue, mais nos équipes sont à pied d'œuvre. Et aussi, notre page, parce que nous avions une page de 82 000 abonnés, et cette page-là a été suspendue lorsque nous avions abordé de manière assidue la question sur le remblai de Maputo. Et nous soupçonnons les personnes concernées par cette question du remblai de Maputo d'avoir orchestré toute une équipe pour nous faire taire. Et nous n'avons pas voulu céder, nous avons créé une page qui a fait 11 000 abonnés en une semaine, avec plus de 1 million de vues. Et lorsque nous avions commencé à publier les révélations sur le groupe AgroSource de M. Achirou, et que cette page-là a été purement et simplement supprimée. Et nous détenons aujourd'hui où nous vous parlons des éléments qui prouvent réellement qu'il y a eu des actions de la part de ce groupe-là pour nous faire taire. Mais ce n'est que partie remise. Il n'y a pas seulement que nos pages Facebook. Nous avons Twitter, nous avons un certain nombre de choses. Nous sommes en train de mettre en place tout un arsenal pour continuer ces enquêtes et aller jusqu'au bout. C'est à la fois le silence sur l'itinéraire de cet homme d'affaires, qu'il a l'itinéraire jusqu'à la présidence de ce groupe, et aussi ces mesures qui peut-être vous ont interpellé. Quelles sont les hypothèses les plus plausibles pour expliquer, pour revenir donc sur lui, sur son profil, cette fortune soudaine? Fabrice, il faut le souligner, c'est M. Achirou qui dit qu'il a cette fortune. Et comme il y a une certaine presse aussi fébrile qui ne cherche pas à comprendre les choses, qui ne fait que relayer ce que l'autre dit, et donc ce sont les relais dans certains médias qu'il disait qu'il avait cette fortune. Mais au fond, on ne peut pas avoir cette fortune-là en ce laps de temps. Et il faut que les gens soient sérieux et que les gens essaient d'aller un peu en profondeur quand il s'agit de faire des annonces. Alors, des milliards, ce n'est pas des millions. C'est des milliards de francs CFA. Alors, vous, en 8 ans, comme nous l'avons souligné dans nos enquêtes, pour ceux qui ont pu lire et qui peuvent encore retrouver nos enquêtes sur notre site, nous avons démontré qu'il y a eu un néant absolu. Il y a eu un néant absolu.
Alors, peut-être qu'on en reviendra. Il y a eu des appels de fonds, il y a eu des activités de maquillage, une certaine philanthropie au niveau de ce groupe pour montrer qu'ils sont dans le social. Mais en réalité, ce groupe-là est à maille à partie avec ses partenaires sur plusieurs affaires. Ça, c'est un autre point. Sur plusieurs affaires. Et ces affaires-là se trouvent au niveau du port économique et financier d'Abidjan. On en parlera, mais donc au-delà du côté agro-industriel, le groupe annonce un projet pharaonique. Encore une fois, c'est des effets d'annonce, je tiens à préciser, de centrale solaire, donc de 24 000 hectares, prétendument financée par la Banque publique française BPI. On a vu l'élément d'illustration où il parle notamment de ces projets avec effectivement la BPI. Il y a bien une relation entre la BPI et ce milliardaire autoproclamé. Mais qu'en est-il de ce projet sur le terrain, Taki? Je ne sais pas s'il faut en rire ou pleurer parce que 24 000 hectares dans la zone de Touba, nos investigations ont montré qu'il n'en est rien. Il n'y a pas de propriété de M. Achirou dans cette zone de Touba de 24 000 hectares. Alors, qu'à cela ne tienne, et même s'il avait ces 24 000 hectares, je crois que c'est quelque chose d'intéressant pour la Côte d'Ivoire d'avoir un milliardaire qui viendra nous secourir dans cette affaire d'énergie à l'heure où on parle de délestage à tout bout de champ. Mais c'est quand même, je veux dire, curieux et aussi, je veux dire, curieux d'annoncer quand même de tels projets. Imaginez 24 000 hectares. Dans ce projet, d'après nos recherches et ce qu'on a pu trouver, ça sera la plus grande centrale solaire du monde. Fabrice, je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. Ça veut dire quand vous prenez la Chine, la centrale de la Chine, elle est petite. Et vous prenez au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Égypte, on ne peut pas comparer. Vous prenez même en France, la plus grande centrale solaire de France, ça ne peut pas comparer, c'est au moins 7 fois ça. Vous prenez notre barrage de Soubré, notre barrage de Tabo, qui est le fleuron de l'énergie en Côte d'Ivoire. Ce projet de M. Achirou fait 7 à 10 fois la production de ce barrage. Quand même, je ne sais pas s'il faut avoir un peu de rire, mais c'est quand même curieux et je vais dire, c'est pas sérieux. C'est un effet d'annonce pour se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Simplement, c'est un effet d'annonce et c'est ce qu'on est en train de découvrir au fur et à mesure quand nous continuons nos enquêtes. Et je l'ai dit tantôt, vous estimez que les gens sont dans le dénigrement, dans la diffamation, mais il y a les voies de recours. Vous portez plainte, ou bien vous faites des droits de réponse, ou bien vous démontrez que ce qu'ils sont en train de dire n'est pas vrai, plutôt que d'aller vous attaquer aux pages, aux sites et autres. Enfin, ce sont des actions pirates. Alors, je crois que ce groupe est coutumier de ces actions-là parce qu'on ne peut pas se lever un matin pour faire ces actions pirates-là si on n'a pas l'habitude d'en faire. Et puis, il y a cette vitrine caritative, philanthropique qu'on a vue à l'image, la fondation FAIRE, ou FAIRE, qui distribue effectivement des fournitures scolaires, qui communique massivement, qui fait ce genre de clips que nous avons vus. Mais derrière cet altruisme affiché, vous parlez à Enquête Média d'une boîte noire financière. Pourquoi le fonctionnement de cette fondation pose un problème légal? Comme nous avons l'habitude de le dire, les fondations n'ont autre objectif que de faire fondre les fonds. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que M. Achirou a eu à faire? Bon, c'est une campagne, une grosse campagne de communication, comme s'il sait si bien le faire autour de cette affaire, c'est tout. Depuis lors, il y a eu quelle autre action? Alors, quand on est dans des activités aussi lugubres où la traçabilité n'est pas lisible, on se donne un vernis de philanthrope en faisant ce type d'action. Sinon, en réalité, nous, aujourd'hui, Fabrice, ce que je puis dire, c'est que notre enquête a pour but d'éveiller les consciences et d'amener nos autorités à ouvrir les yeux sur un certain nombre de choses dans ce pays où chacun peut se lever un matin et il vient, il raconte des choses et lorsque la presse en fait un relais, et puis bon, tout le monde abdique et on gobe les choses et c'est une perte de valeur. Aujourd'hui, les jeunes prennent, par exemple, un certain nombre de personnes. En réalité,
ce qu'ils présentent n'est pas en réalité leur vie. Voilà. C'est ce mythe-là que nous avons voulu casser et nous n'en sommes pas à la fin. Nous n'en sommes pas à la fin. Nous allons continuer jusqu'à un certain nombre de choses. Parce qu'aujourd'hui, avec la Côte d'Ivoire sur la liste grise du Gafi, où les autorités sont en train de faire mains et pieds pour sortir de cette liste grise, on ne peut pas se donner le luxe de laisser prospérer ce genre de pratiques. Et nous, au niveau d'enquête média, nous allons continuer de faire nos enquêtes, de faire des révélations sur un certain nombre de personnages, oui, dans ce pays. Le GAFI, le groupe d'enquête d'action financière qui dirige un peu l'action mondiale contre le blanchiment d'argent. Justement, en parlant de blanchiment d'argent, selon tes informations, donc tu l'as dit, le dossier est désormais entre les mains du pôle pénal économique et financier d'Abidjan. Que risquent concrètement les dirigeants d'AgroSource face à la justice ivoirienne, notamment sur cette question du blanchiment autonome? Mais c'est tout à fait simple. Ils auront prouvé la provenance de leur fortune devant les autorités compétentes. C'est tout. S'ils arrivent à le prouver, nous, enquête média, on prendra le relais, on dira que bon, on s'est trompé ou un certain nombre de choses. Mais je ne le pense pas. Plutôt que de faire face à la justice, je crois que c'est autre chose que les gens cherchent à faire. Mais je pense que les autorités ne vont pas abdiquer parce que avec le retour de la Côte d'Ivoire, le fait que la Côte d'Ivoire est en train de chercher à quitter la liste grise, il y a un certain durcissement, il y a une certaine rigueur au niveau des autorités. Et je pense que pour cette affaire, ça ne va pas rester lettre morte. Parce qu'effectivement, il y a des actions hautement répréhensibles. Dans l'article, Enquête Média décrit donc un système de financement participatif à hauteur de plusieurs millions de francs CFA, sans aucune procédure de vérification d'identité. Donc, on est quand même dans un pays qui fait attention, tu le dis, à la conformité donc des actions financières. Pourquoi les experts donc dans ce domaine n'ont pas mis leur holà, n'ont pas bloqué ces actions? Vous savez, au niveau des investigations, sinon au niveau de la réaction aussi même des autorités, les autorités n'anticipent pas à un moment donné. Ils voient un certain nombre de choses et quand il y a des soupçons ou il y a des alertes, c'est là que les autorités interviennent. Et là, à ce moment, il y a des alertes et il n'est pas le seul. Ils sont nombreux à être sur la liste des autorités avant l'arrivée de la mission du Gafi, qui, selon nos informations, pourrait être en novembre. Voilà. Alors, il faut faire un petit rappel parce que la Côte d'Ivoire n'a pas eu bonne presse pendant un moment donné sur ces questions de blanchiment, de broutage, d'un certain nombre de choses. Je pense que ça a pris une autre forme aujourd'hui, un peu plus classique et moderne. Voilà. Mais nous faisons confiance aux autorités et nous pensons que les autorités vont sévir pour que la moralité, je veux dire, au niveau de la nation puisse se hisser à un piédestal qu'on aurait quand même, que la Côte d'Ivoire mérite, en effet. Est-ce qu'on peut imaginer, alors c'est de la spéculation, on attend bien sûr les prochaines révélations d'enquête média, mais est-ce qu'on imagine qu'il y a actuellement un passage de cette petite criminalité des brouteurs à finalement à une criminalité de plus haute envergure, ou du moins avec un maquillage de haute envergure et de respectabilité? Mais nous sommes aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, nous sommes exposés à une criminalité transfrontalière. Parce que quand vous voyez aujourd'hui les pays qui entourent la Côte d'Ivoire, avec le terrorisme au Burkina Faso, avec le terrorisme au Mali, avec le Niger un peu plus loin, vous voyez qu'il y a un certain nombre de paramètres qui permettent aux hommes d'affaires véreux, pardon, c'est le terme, merci, aux hommes d'affaires véreux de prospérer. Aujourd'hui, la question de l'orpaillage en Côte d'Ivoire, c'est un drame. Nous avons dit sur ce plateau, sur 31 régions, il y a 24 régions qui sont touchées par la question de l'orpaillage. Alors, il y a un circuit illégal qui est en place, qui fait de sorte que l'or il est extrait, et ça passe par les canaux du Mali.